Bonjour, bienvenue sur Metadoxa, la chaîne qui vous explique pourquoi rien de ce qu'elle dit n'est vrai. Je suis Milo, et dans cette vidéo, nous allons parler du sophisme de l'homme de paille, et de pourquoi vous ne pouvez pas réellement sortir de ce sophisme si vous n'aimez pas votre interlocuteur. Oui, parce que Metadoxa, c'est aussi une chaîne engagée qui défend l'amour. Si vous démarrez cette série La Zététique et au-delà avec cette vidéo, et que vous ne comprenez pas très bien quelle est ma démarche et quel est mon objectif, je vous invite à commencer par la première vidéo de cette série, sur l'argument d'autorité, où je vous explique en début de vidéo tout ce que je compte faire avec cette série et en quoi est-ce que je ne suis pas un anti-zététique primaire. Comprendre les implications de ce que je vais expliquer maintenant, c'est vraiment très important parce que c'est à la base de toute la démarche que je vais abondamment développer sur ma chaîne par la suite. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le sophisme de l'homme de paille? J'ai une petite préférence pour le terme anglais, strawman, qui désigne un épouvantail. Faire de quelqu'un un épouvantail, donc un homme de paille, c'est transformer son propos, transformer sa pensée, de manière à en faire une version plus simple, caricaturale, souvent très déformée. Et l'intérêt de faire ça, c'est que une fois que le propos de notre interlocuteur est à ce point modifié et à ce point plus facile à attaquer, c'est plus facile de gagner un débat et de gagner une argumentation en attaquant un homme de paille plutôt qu'en attaquant la personne directement. L'image est bien choisie parce que l'épouvantail, c'est aussi quelque chose qui sert à faire peur à la base. Donc, en faisant de quelqu'un un épouvantail, on peut aussi en faire un monstre, quelque chose d'effrayant dont ce sera plus facile de convaincre les gens qu'il faut combattre ses idées et qu'il faut combattre cette personne. Le problème avec l'homme de paille, c'est que si on aspire à avoir des débats de qualité avec les gens, où il y a une vraie honnêteté intellectuelle des deux côtés, ce qui, j'en conviens, est encore malheureusement bien trop rare, ça demande de répondre aux arguments de son interlocuteur, tout en les prenant dans leur plus entière justesse et leur plus entière complexité, et en prenant en compte toute leur robustesse. Et si on ne fait que prendre une version extrêmement simplifiée de l'argument, en fait c'est littéralement une sorte de dialogue de sourds où chacun parle à un interlocuteur qui n'existe pas. À vrai dire, le débat au sens strict, c'est quelque chose qui ne me parle plus tant que ça et que je pratique beaucoup moins depuis quelque temps. Parce que il faut bien comprendre que le débat, en fait, c'est une conception très moderne au sens où je développe la notion dans mes vidéos, de l'échange d'informations et l'échange en général entre deux êtres humains. Et plus le temps passe, plus j'ai tendance à valoriser plutôt des formes d'échange empathique où, au lieu d'essayer de montrer que nous on a raison et que l'autre il a tort, y compris en le faisant dans le respect, hein, j'essaye plutôt, avec les gens avec qui je parle, d'essayer de faire en sorte que chacun puisse rejoindre l'autre dans sa propre perception relative et subjective des choses, de manière à ce que, il y en ait un qui puisse dire, ok, alors moi je pense comme ça, mais toi tu penses comme ça, et du coup on a un avis différent sur les choses parce qu'on voit pas les choses de la même façon, on a un point de vue différent, et quand on est dans cette attitude-là, on peut, entre personnes de bonne volonté, on n'y arrive pas toujours, mais c'est tout à fait possible, on peut finir par créer une sorte de modèle unifié où chacun s'est enrichi de l'autre et où finalement on arrive à tomber d'accord sur notre désaccord oui, c'est ça, en créant un modèle plus large qui englobe nos deux perceptions. C'est vraiment tout à fait possible. C'est d'ailleurs une compétence, à mon avis, très utile, ne serait-ce qu'en termes de qualité du rapport humain, que j'aimerais inviter les gens à développer, notamment grâce à ma chaîne. Et j'ai l'intention de faire venir différents intervenants pour qu'on puisse essayer de s'exercer à ce genre de mode de communication qui du coup ne sont pas exactement du débat, même s'il peut y avoir de la réflexion sur les idées. Et donc c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup développer sur ma chaîne. Cette notion est importante quand on veut passer d'un paradigme donc dogmatique prémoderne à un paradigme rationaliste, rationnel, moderne. Parce que dans une vision prémoderne, de toute façon, concrètement, on détient déjà la vérité. On suit les enseignements de la vérité ultime, de notre livre de référence, de nos pourvoyeurs de vérité officielle, que ce soit des prêtres, des hommes politiques ou peu importe, alors que dans une démarche rationnelle, vu qu'on ne détient pas la vérité et qu'on ne fait qu'essayer de s'en approcher, il se pourrait très bien qu'on rencontre un interlocuteur qui, en réalité,
a bien mieux compris un domaine que nous, et que c'est cet interlocuteur qui, en fait, va nous apprendre des choses. Et si on n'est pas capable de prendre les arguments de notre interlocuteur pour ce qu'ils sont, et avoir la capacité de mise en perspective et de remise en question qui permet de changer d'opinion, eh ben, on reste dans une démarche globalement dogmatique et prémoderne. Et le fait de prendre conscience de la notion d'homme de paille, de ce que c'est, de ce que ça implique, ça permet justement de prendre beaucoup plus de recul par rapport à nos propres narrations et notre propre vision des choses, et vraiment être dans une forme de d'analyse presque, j'ai envie de dire scientifique, de la pensée de la personne que l'on a en face. Pour le prémoderne dogmatique, et quand je dis dogmatique, on peut avoir l'impression qu'il y a un jugement de valeur, mais de ma part, il n'y en a pas en réalité. C'est juste, je constate qu'il y a une démarche dogmatique, et c'est quelque chose d'assez neutre sur le plan du signifiant ou sur le plan émotionnel pour moi. Mais donc, quelqu'un qui est dans une démarche prémoderne dogmatique, vu qu'il détient déjà la vérité, ben en fait, les choses sont globalement assez simples. C'est-à-dire que soit la personne est globalement d'accord avec la position de la personne dogmatique, il peut y avoir des petits ajustements à faire sur des détails, mais où globalement la personne est d'accord, soit la personne n'est pas d'accord, et donc c'est que la personne est dans le faux, et il n'y a pas vraiment de débat, en fait, il s'agit plutôt de prêcher pour faire revenir la personne vers le droit chemin et la faire adhérer à notre vérité qui est la vérité ultime. Du coup, le recours à l'homme de paille, il est bien naturel en réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autres stratégies, et quand je dis stratégie, c'est vraiment sur un plan inconscient, c'est-à-dire que c'est jamais des choses qui sont faites consciemment ou très rarement. Mais sur un plan inconscient, il n'y a pas vraiment d'autres stratégies que diminuer les arguments de l'interlocuteur pour que surtout, la personne dogmatique ne se dise pas qu'il y aurait peut-être une toute petite possibilité que la vérité soit en face et pas dans son camp. Donc, comment faire autrement qu'utiliser l'homme de paille? Surtout si l'interlocuteur en face a des arguments qui sont pour le moins solides. C'est là où le sophisme de l'homme de paille, qui est un raisonnement fallacieux, peut être la conséquence d'un biais cognitif, c'est-à-dire d'un fonctionnement cognitif fallacieux. Et la distinction est assez importante, c'est pas exactement les mêmes notions. Alors, les biais cognitifs qui peuvent être la cause d'un sophisme de l'homme de paille, on pourrait s'amuser à les lister. Donc, par exemple, il peut y avoir le biais pro-endogroupe, le biais d'homogénéité de l'exogroupe aussi, ou même l'erreur ultime d'attribution. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube qui vulgarisent très bien ce que sont toutes ces notions, donc c'est quelque chose que je vais pas développer ici. Et il faut aussi comprendre que ma chaîne YouTube s'adresse principalement à des gens qui ont déjà une bonne compréhension et une bonne maîtrise de ce que sont les biais cognitifs, les sophismes, et globalement tous les outils de la pensée rationnelle qu'on peut trouver chez les esthéticiens. Mais si je devais résumer, ce sont surtout des biais où en fait il va y avoir une déformation de l'état, de la façon dont on perçoit notre groupe d'appartenance et de la façon dont on perçoit les groupes pour lesquels on n'a pas de sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que généralement, notre propre groupe va être vu comme plus brillant, plus doué, plus complexe, plus diversifié, et quand notre groupe réalise certains succès, on va considérer que ce sont pour des causes internes, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a fait qui l'a mené au succès, alors que pour les groupes externes, s'ils ont des succès, on va estimer que ce sont des causes qui sont indépendantes de leur volonté, ils ont eu de la chance en gros, et s'ils ont des échecs, on va estimer que c'est de leur responsabilité. Donc voilà, il y a un certain nombre de biais cognitifs comme ça qui sont bien connus, notamment dans la psychologie sociale. Mais je vais pas développer plus que ça. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le cerveau adore en fait appartenir à un groupe, une école de pensée, et surtout sentir qu'il est du bon côté. Pour un système nerveux, envisager que l'erreur puisse être de son côté, c'est très difficile, voire ça peut être carrément douloureux. Et donc, la notion de sophisme de l'homme de paille peut permettre de s'exercer à prendre conscience de ce phénomène chez soi, et d'apprendre petit à petit à le neutraliser. En prenant bien conscience, évidemment, que la neutralisation en question sera toujours très lacunaire et imparfaite. Ça, d'ailleurs, les esthéticiens, en général, le disent volontiers. C'est pour ça que dans une démarche rationnelle, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tendre autant que possible vers ce qu'on appelle l'homme de fer. Donc, l'homme de fer, c'est vraiment la version la plus solide possible
des arguments de notre interlocuteur. Et ça, je dirais, deux principaux avantages de tendre vers l'homme de fer. Le premier, c'est que du coup, euh, on a une réflexion qui est de bien meilleure qualité et un débat de bien meilleure qualité, parce que au lieu d'attaquer en fait quelque chose qui n'existe pas, on attaque vraiment le fond du propos et on creuse jusqu'au fond des notions. Et le deuxième intérêt, c'est que c'est facile en fait d'avoir avec soi des gens qui sont déjà convaincus par notre position et qui sont tous là, ouais super, il a raison. Mais là où ça devient intéressant, c'est dans le fait de pouvoir convaincre les personnes qui, justement, à la base, ne sont pas d'accord avec nous. Et si ces personnes, qui, en général, connaissent à peu près quand même les idées qu'elles défendent, on leur sert un homme de paille qui, en fait, n'a à peu près rien à voir avec ce qu'elles pensent réellement, jamais elles vont être convaincues par nos arguments, puisqu'on contre-argumente sur des choses que, de toute façon, elles ne pensent pas. Alors que si on fait un vrai homme de fer solide, ces personnes vont retrouver leurs arguments et peut-être qu'elles vont juger que les contre-arguments sont de meilleure qualité que ce qu'elles pensent actuellement. Donc on a l'homme de paille d'un côté, on a l'homme de fer de l'autre, et dans une démarche rationaliste, on essaye de tendre de l'homme de paille vers l'homme de fer. Seulement la question qui se pose, c'est mais comment est-ce que concrètement on fait pour tendre vers l'homme de fer? Et le truc, c'est que parmi tous les contenus rationalistes, zététiciens que j'ai pu voir qui traitent de ce genre de sujet, j'ai pas vraiment vu de méthode concrète applicable pour tendre vers l'homme de fer. Tout ce qu'on se contente de dire en général, c'est que c'est quand même pas très cool de déformer les arguments de son interlocuteur et qu'il vaut mieux essayer de tendre vers des choses plus solides et donc vers l'homme de fer. Mais c'est bien gentil, mais comment qu'on fait concrètement? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est concrètement qu'un homme de fer, un bon homme de fer? Déjà, bien souvent, dans un débat classique, il y a des camps, entre guillemets, qui s'affrontent. Et donc du coup, la pensée de notre interlocuteur, elle s'inscrit dans un corpus d'idées. Elle n'est pas hors sol, elle ne se produit pas ex nihilo. Donc déjà, une bonne façon de ne pas caricaturer la pensée de notre adversaire, donc de faire un bon homme de fer, c'est simplement de la connaître. C'est un bon début. Mais du coup, ça demande de se documenter et ça prend du temps. Et quand je dis que ça prend du temps, c'est-à-dire que ça peut très bien vous prendre des années entières de votre vie. Hein. D'ailleurs, si ça se trouve, votre interlocuteur, en réalité, c'est un passionné qui a étudié son système depuis 20 ans, et ça se trouve, même quand il est aux toilettes, il a un bouquin sur les genoux, et il est en train de lire des informations sur le système de pensée qu'il vous vend. Donc, ça se trouve, le gars, c'est un crack, toute sa vie tourne autour de ça. Et au passage, on peut très bien être un crack de l'astrologie ou de la théorie de la Terre plate. Ça veut pas dire que les arguments sont forcément extrêmement solides, mais ça veut dire que le temps consacré à comprendre, développer la pensée et produire un argumentaire, lui, il est conséquent. Et plus conséquent que les autres personnes, en général, qui se revendiquent du même genre d'idée. Donc si vous voulez vous hisser au niveau de connaissance de cette personne sur son propre domaine de référence, là, vous n'avez pas tellement le choix, c'est-à-dire que soit vous allez devoir être plus doué qu'elle et assimiler plus vite et d'une façon plus efficace son propre système et sa propre pensée, soit vous allez devoir y passer au moins autant, voire plus de temps. Et donc vous allez devoir passer au moins autant, voire plus de temps sur un sujet qui, a priori, ne vous intéresse pas plus que ça, voire que vous détestez, alors qu'en fait, vous avez un passionné qui kiffe sa vie littéralement quand il étudie son système. Faut avouer que ça demande une sacrée abnégation de réussir à se motiver à ce point-là. La psychologie cognitive, comme ça, s'est intéressée aux mécanismes de la motivation, et elle distingue principalement deux types de motivation. Il y a d'un côté la motivation extrinsèque, de l'autre côté la motivation intrinsèque, donc extra-extérieure et intra-intérieure. Les motivations extrinsèques, ça va être des motivations qui proviennent du fait que lorsque vous faites l'activité, il y a des bénéfices secondaires. Donc ce ne sont pas des bénéfices qui viennent directement du fait de pratiquer l'activité en elle-même, mais de ce que, en quelque sorte, ça va vous rapporter. Donc ça peut être de l'argent, de la renommée, mais ça peut être aussi l'évitement d'une punition ou d'une conséquence jugée négative. Par exemple, à l'école, quand un élève est à l'école, il peut y avoir une motivation extrinsèque au fait d'étudier, parce que simplement on n'a pas envie d'aller en hors de colle ou d'être puni ou ce genre de choses.
D'ailleurs, une très bonne motivation extrinsèque, ça peut être le fait de vouloir gagner un débat. Et donc, on va étudier quelque chose, non pas parce qu'on aime la chose, mais parce que, à la fin, on se dit que si on a suffisamment étudié la chose, on pourra gagner le débat. Et donc, la motivation intrinsèque, c'est quand on est motivé par le fait de faire l'activité, par le simple fait de faire l'activité. C'est-à-dire que c'est quand on aime ça, en gros. Donc ça peut être parce que on aime le fait d'apprendre des choses en faisant cette activité, ça peut être parce que on aime le cadre dans lequel cette activité est faite, ça peut être parce que on aime les rencontres que l'on fait, le fait de retrouver les mêmes personnes régulièrement quand on fait cette activité. Il peut y avoir plein de motivations intrinsèques différentes, mais ce seront des bénéfices primaires et non des bénéfices secondaires. Salut, c'est le Milo du futur. Figurez-vous que je me suis rendu compte qu'il me manquait une prise dans ma vidéo. Donc concernant la motivation intrinsèque, vous ne serez sans doute pas surpris d'apprendre qu'elle est plus performante que la motivation extrinsèque à tout niveau a priori. En fait, c'est précisément de ça que Idriss Aberkan parlait dans une de ses conférences sur l'économie de la connaissance. Alors, il y en a beaucoup qui lui sont tombés dessus et qui n'ont pas vraiment compris où il voulait en venir, ou qui sont restés, disons, très académiques et très rigoureux, voire trop rigoureux, quand il avait un propos qui, à mon avis, se voulait plus être une image que quelque chose de vraiment solide sur un plan, entre guillemets, mathématique, mais c'est quand il parle de sa fameuse équation connaissance égale temps fois attention, il me semble que c'était. Cette équation, elle est super simple. Elle dit juste la connaissance puisée, la connaissance téléchargée, phi de k, le flux de connaissances. K, c'est knowledge, évidemment, en anglais. Knowledge, la connaissance. La connaissance puisée, à partir d'un puits, est directement proportionnelle, le signe du milieu veut juste dire proportionnel, au produit de l'attention et du temps. La quantité de connaissances que vous allez retenir de cette conférence est directement proportionnelle à l'attention et au temps que vous aurez payé. En fait, il parle concrètement de la même chose que le principe de la motivation intrinsèque et le principe de la motivation extrinsèque. C'est-à-dire que quand on a une motivation intrinsèque, notre attention va être bien supérieure à quand on a une motivation extrinsèque. Et donc, vu que notre attention est supérieure, on peut acquérir autant de connaissances avec un temps beaucoup plus réduit. Et donc, si on passe autant de temps et qu'on a autant d'attention, et notre niveau de connaissance va être bien supérieur. Et vu qu'en plus, en général, quand on a une motivation intrinsèque, on a plus d'attention et on a envie de passer encore plus de temps à faire l'activité, là forcément, vu que c'est un multiplicateur, on se retrouve avec des niveaux de connaissances bien plus élevés. Alors, effectivement, c'est pas quelque chose qui est supposé être ultra rigoureux, ultra précis. Il y aurait sans doute beaucoup d'autres variables supplémentaires à intégrer si on voulait commencer à avoir un modèle un peu dense, un peu intéressant peut-être, mais en fait, il parlait tout simplement de ça. Il parlait tout simplement du fait que quand vous aimez ce que vous faites, vous avez un niveau d'attention plus important et donc vous apprenez mieux, tout simplement. Et il y en a qui ont commencé à faire un tunnel et tout. Alors, cette équation, elle n'est pas parfaite. Elle prend pas en compte le sommeil. Vous savez, quand on dort, on consolide. Là, c'est pas marqué. Également, il y a l'expérience. Elle n'est pas prise en compte dans cette équation. Vous savez que quand on sait déjà quelque chose, c'est plus facile d'apprendre la chose suivante. Là, c'est pas marqué. Mais elle marche très bien pour cette conf. Ça peut faire un petit test de sélection aussi, comme ça, dans les données YouTube. Je pourrais sans doute m'amuser à regarder s'il y a un pic de vidéos fermées juste après la mention du nom d'Idriss Aberkan. Mais justement, je pense que c'est intéressant de voir si les gens qui écoutent sont capables en fait de faire abstraction d'un nom et de continuer à écouter malgré tout. D'ailleurs, j'adore Idriss Aberkan. Mais donc du coup, la conclusion logique, c'est que si la motivation intrinsèque est beaucoup plus efficace que la motivation extrinsèque, ce que ça signifie, c'est que si vous n'aimez pas les idées de votre interlocuteur, vous allez avoir beaucoup de mal à réussir à bien les comprendre et à les étudier, et donc à faire un bon homme de fer, justement. C'est vraiment dommage, parce que quand on n'aime pas les idées de quelqu'un, on a vraiment très envie de lui expliquer pourquoi est-ce qu'il raconte n'importe quoi, et pourquoi est-ce qu'on peut démonter toute sa pensée et tous ses arguments. Mais plus on déteste, plus en fait on va avoir du mal à le faire, parce qu'on va avoir du mal à saisir ce dont il parle et comprendre sa pensée, vu que on l'aime pas, et donc on a du mal à l'étudier, donc... Voilà, ça devient compliqué. Et si votre détestation de ces idées fait que malgré vous et malgré tous vos efforts, vous faites quand même un homme de paille, vous allez convaincre les convaincus et vous n'allez pas convaincre les gens qui adhèrent à ce genre d'idées. Et donc en fait, votre objectif n'est pas rempli quelque part. Et donc,
ce n'est pas efficace. Donc, si vous voulez obtenir les meilleurs résultats, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aimer le sujet. Voilà. Après, c'est pas impossible de réussir à se faire une idée de quelque chose en aimant moyennement, mais comme je l'ai dit, c'est plus dur. D'ailleurs, c'est un principe que je m'applique à moi-même, c'est-à-dire que j'évite autant que possible de me prononcer sur des sujets, de critiquer des sujets dont j'ai pas déjà un certain niveau de connaissance. Et en général, pourquoi est-ce que j'ai un certain niveau de connaissance sur ces sujets? Eh ben, parce qu'à un moment dans ma vie, j'ai adoré ces sujets, j'y ai adhéré, je les ai creusés parce que j'aimais ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je les aime moins, mais ça veut pas dire que par le passé, c'était pas le cas. Et moi, j'ai adoré la zététique, et c'est pour ça que je la critique. Il y a une autre chose comme ça que j'ai à peu près jamais vu être discutée, c'est mais si en fait on a un meilleur niveau de compréhension du sujet de notre adversaire, de débat, que notre adversaire lui-même. Moi, c'est ce que j'appelle l'homme de diamant. Alors, inutile de chercher sur internet, là je viens juste de l'inventer, mais je trouve que c'est un concept qui peut être intéressant aussi. D'ailleurs, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça d'avoir des débats avec des gens et finalement de me retrouver en fait à faire de la pédagogie sur leur propre système conceptuel, leurs propres idées, et à leur expliquer d'où elles venaient, à leur expliquer la pensée de certains des auteurs de certains des auteurs de référence. Et en général, les gens détestent. Mais du coup, quand on veut faire un homme de fer, c'est à quoi qu'on essaye de coller exactement? C'est quoi le plus juste homme de fer par rapport à l'interlocuteur qu'on a en face? Est-ce que finalement c'est bien restituer justement la pensée dont elle se revendique, ou c'est bien restituer ses idées à elle, y compris dans ses incohérences personnelles, dans le fait qu'elle puisse avoir des références de différents milieux, et dans le fait qu'à un moment, en tant qu'individu, elle produit quelque chose qui n'est pas uniquement une transposition exacte d'un corpus idéologique. Finalement, l'homme de fer, est-ce que c'est quelque chose qui a trait au particulier ou qui a trait au collectif? Il y a un autre problème aussi qui, pour moi, dérive en quelque sorte de l'effet Julien Lepers. C'est-à-dire que, quelque part, c'est la personne qui pose les questions qui a un ascendant et qui donne l'impression d'avoir plus de connaissances par rapport à la personne qui doit y répondre. Et donc, dans le cadre d'un débat, il peut arriver très régulièrement que lorsque la personne défend ses idées et est sur son terrain, à un moment, elle peut nous sortir comme ça un élément précis et vouloir nous faire réagir sur cet élément, nous poser des questions sur cet élément. Et en fait, on a beau essayer de préparer à l'avance son sujet, d'essayer de tout connaître, peut toujours être pris par surprise par un point de détail en particulier dont on n'avait simplement pas connaissance. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On botte en touche, on utilise des stratégies rhétoriques pour esquiver le problème, ou alors simplement on reconnaît qu'on n'est pas forcément là pour gagner le débat, mais qu'on est plus là pour apprendre, et simplement on accepte en fait d'apprendre une nouvelle chose. C'est un peu la technique du questionnaire, en fait, quand quelqu'un a des propos qui nous chatouillent, et ça va être, mais alors du coup, sur ce point-là, comment tu justifies, et tel point, comment tu l'expliques, et tel point, ah, tu peux expliquer ça, tu peux expliquer ça, tu peux expliquer ça. Est-ce que tu peux expliquer ça? Ah, tu galères, c'est que tu racontes n'importe quoi. Bah oui, mais bon, pas forcément, non. Vous voyez le drame dans tout ça? C'est le manque de capacité d'écoute, en réalité, c'est le manque de capacité à se relier. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à écouter, et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se relier? Parce qu'on a une motivation personnelle au fait de montrer que notre interlocuteur se trompe, et que nous, on a raison, ou qu'en tout cas, on a plus raison. Et les dogmatiques comme les rationalistes, au fond, ce qu'ils veulent, c'est avoir raison. C'est juste que dans un cas, ils ont déjà raison, et ils veulent convaincre la personne qu'ils ont déjà raison. Et dans le deuxième cas, il y a un peu plus de souplesse, et on comprend que peut-être on a en partie raison, mais qu'on peut avoir encore plus raison si notre pensée évolue. Mais au fond, dans les deux cas, on veut avoir raison. Et on veut montrer à notre interlocuteur qu'on a plus raison. Pourquoi je démarre mes vidéos en disant que rien de ce que je dis n'est vrai? C'est parce que je cherche plus à avoir raison, en fait, concrètement. C'est pas ça mon objectif, je fais pas des vidéos pour prouver au monde
que moi j'ai raison, et je cherche même pas à démontrer que les zététiques ou que les zététiciens ont tort. C'est quelque chose qui se joue au niveau émotionnel et au niveau du vécu. C'est-à-dire que, personnellement, j'ai fait l'expérience d'un certain nombre de choses. J'ai l'impression que d'autres personnes n'ont pas forcément fait cette expérience. Je me dis que peut-être certaines d'entre elles gagneraient personnellement au fait de faire cette expérience, et j'utilise le langage pour essayer de connecter avec les gens et leur faire toucher quelque chose qui, euh, qui a été vivant en moi, disons, avant que peut-être ça puisse devenir vivant en eux. Et en réalité, fondamentalement, enfin, si ça se trouve, peut-être qu'il y a certaines personnes, je vais réussir à leur faire toucher, vraiment, et elles vont détester, et plus jamais elles vont vouloir toucher à ce truc-là. Donc même là, c'est vraiment, je donne, vous prenez pas. C'est pas du tout dans une démarche où je veux vous montrer que j'ai raison. Du coup, c'est ce besoin d'avoir raison qui va faire qu'on va falsifier la pensée de l'autre, malgré nous, et donc que, malgré notre volonté de faire un homme de fer, bah, on fera juste des hommes de paille de plus ou moins bonne qualité. Et du coup, le paradoxe, quelque part, c'est que c'est justement, précisément, cette volonté d'avoir raison, ou de se rapprocher de la raison, sans jamais l'atteindre. Voilà, ça marche très bien avec le paradigme rationaliste, bien compris et tout, mais c'est cette volonté de se rapprocher d'une certaine vérité et tout, qui va faire que fondamentalement, on réussira pas à être dans une attitude réellement objective. C'est-à-dire que c'est notre démarche volontariste qui fait qu'à la fin, on se fout un bâton dans les roues. C'est ce que l'on appelle un effet pervers. Pourquoi est-ce qu'on veut tellement avoir raison? C'est parce que, si on va avoir raison, c'est parce qu'on trouve que ce que dit notre interlocuteur, c'est terrible et ça ne nous plaît pas, et ce serait tellement terrible si c'était lui qui avait raison. Et donc le seul moyen de sortir de ça, quelque part, c'est d'arrêter de trouver ça terrible, et c'est de se mettre à aimer son interlocuteur et ses idées. Et c'est sûr que c'est pas facile. Mais ça fonctionne terriblement. On pourrait dire que c'est l'amour qui nous fait accueillir les choses telles qu'elles sont, et vu qu'on accueille les choses telles qu'elles sont, ben on accède à une certaine forme d'objectivité. La notion même d'homme de fer, en réalité, ça procède d'une forme d'approche totalement utilitariste du rapport humain. C'est-à-dire que on va faire l'effort de se relier jusqu'à un certain point pour bien saisir et comprendre l'argumentaire, pour mieux le démonter par la suite et montrer que c'est nous qui avons raison et pas l'autre. Je dirais même qu'il y a quelque chose qui est limite pervers, en fait, sur le plan relationnel là-dedans. Je me relie à toi pour être plus efficacement contre toi après. Après, si encore ça permettait, disons, de faire réaliser à la personne qu'elle se trompe, qu'elle croit à des idées fausses, dangereuses, qu'elle suit des charlatans ou je ne sais quoi, si encore ça avait cette efficacité, pourquoi pas, mais on va être honnête 2 secondes, est-ce que dans la plupart des cas, ça marche réellement? Moi, de ce que j'ai pu observer, les résultats sont pas dingues, hein. C'est pas évident du tout de réussir à convaincre quelqu'un par des procédés rationnels, par la raison, et tout et tout. Donc bon, si même sur ce plan-là, c'est franchement pas terrible, c'est peut-être légèrement meilleur que l'approche dogmatique, mais encore que, encore que. Donc l'approche prémoderne dogmatique s'empêtre dans l'homme de paille par incapacité ne serait-ce qu'à envisager que sa vérité ultime puisse en fait ne pas être la vérité ultime, tout simplement. Dans une approche moderne, on va essayer du coup de se rapprocher de l'homme de fer, mais sans avoir bien défini ce que c'était, et sans avoir forcément une méthodologie très claire et très robuste pour y arriver. Et pour ce qui est de la notion d'homme de diamant, ça peut être assez intéressant parce que déjà ça montre qu'on a fait l'effort de s'intéresser profondément à un sujet, et ça peut être un gros avantage pour gagner un débat sur le plan des arguments, mais fondamentalement, l'homme de diamant, en réalité, c'est une sorte de fantasme de l'interlocuteur qu'on a en face, puisque c'est la version opposée de l'homme de paille, mais c'est tout autant une fiction que l'homme de paille, en réalité. Puisque du coup,
c'est pas la pensée de notre adversaire qu'on restitue, c'est une sorte de version améliorée de sa pensée. Et en fait, concrètement, le problème de fond, c'est que comment est-ce qu'on accède concrètement à la pensée authentique de la personne? C'est pour ça que moi, j'aimerais vous introduire à l'approche postmoderne, pour le coup, auquel j'ai moi-même donné le petit nom d'homme de chair. L'homme de chair, c'est pas une sorte de caricature grossière qui sert à faire peur comme l'homme de paille. Ce n'est pas non plus un être solide et très résistant comme l'homme de fer, non, c'est simplement l'homme de chair, c'est un être humain, c'est un homme, dans ses faiblesses, dans ses incohérences, dans sa complexité, dans sa beauté individuelle aussi. C'est tout ça l'homme de chair. Mais si vous voyez où je veux en venir, vous comprendrez bien que pour atteindre l'homme de chair, le débat n'est pas du tout le moyen le plus pertinent, pas du tout du tout. Alors, à ce stade de la vidéo, il y en a peut-être certains qui se diront « Ah, mais est-ce que l'entretien épistémique, ça ne pourrait pas permettre justement d'être dans une démarche plus personnelle, plus psychologue, qui permettrait de se rapprocher de l'homme de chair ?» Non plus, parce qu'en réalité, je dirais que l'entretien épistémique, donc le fait d'être plus dans une démarche de discussion qu'une démarche de débat, où on va être plutôt dans une approche d'accouchement socratique, où on essaye de pousser la personne, on va dire, à réfléchir sur ses propres idées en lui disant ah, mais ça, comment tu le justifies, ça, comment tu le justifies et tout. En fait, ça reste une approche moderne, où quelque part, la personne qui fait un entretien épistémique se place dans une sorte de posture de supériorité, où en fait, elle a déjà mieux compris les choses, mais elle fait de la pédagogie, et elle essaye, disons, de pas attaquer frontalement ce qui va être désagréable pour l'interlocuteur en face, le fait de toucher trop frontalement à ses croyances. Donc on va dire que c'est une approche moderne qui a compris que la psychologie, le rapport humain, c'était quand même important pour réussir à convaincre les gens. Mais ça reste une démarche utilitariste qui vise un résultat, et surtout, ça reste une démarche qui est verticale, puisque justement, il y a une personne qui se place en autorité, qui sait, et en plus, elle ne l'admet pas, et une personne qui est en position, quelque part, d'élève envers lequel il faut être pédagogue, et d'ailleurs, il est assez probable que la personne en face ne fasse pas elle-même un entretien épistémique. Et si elle fait elle-même un entretien épistémique, ça peut donner des échanges très rigolo où chacun est en train de faire de la pédagogie avec l'autre en essayant que l'autre ne s'en rende pas compte. Mais non, c'est pas de ce genre de choses dont je parle. Ça peut être un peu mieux quelque part, mais on n'y est toujours pas, quoi. Voilà, si on voulait s'amuser à créer une hiérarchie qui d'ailleurs aurait pas forcément beaucoup de sens, on pourrait dire que là, il y a l'approche prémoderne, là, il y a le débat moderne, là, il y aura l'entretien épistémique, et là, il y aura l'approche postmoderne. Et donc, effectivement, peut-être que l'entretien épistémique serait un peu au-dessus, entre guillemets, mais voilà. Mais par contre, avec des approches basées sur l'écoute empathique et la reformulation, même si on reste dans une approche utilitariste, ce qui, à mon avis, est quand même dommage, mais qui peut être, disons, une première étape quand on commence à s'exercer à ce genre d'approche, même d'un point de vue, avec un objectif et d'un point de vue utilitariste, ça restera plus efficace que des méthodes comme l'entretien épistémique. Surtout, vous pourriez très bien découvrir des choses sur la pensée réelle de votre interlocuteur que vous auriez même pas imaginé. Dans ce type d'échanges qui, du coup, ne sont plus des débats, le but, ce n'est plus d'avoir raison à la fin, ou d'avoir plus raison que l'autre, mais c'est d'avoir réussi à se relier à l'autre. Et alors, si malgré tout, vous avez un esprit un peu compétitif, vous pouvez très bien avoir pour objectif de réussir à mieux vous relier que l'autre. Et donc, justement, ça va passer par la reformulation, par des phrases du type est-ce que ce que je dis, c'est comme ça que tu vois les choses, et c'est comme ça que tu penses les choses, et est-ce que ça a du sens pour toi? Et en réalité, c'est vraiment pas un exercice facile, hein, et
mine de rien, ça demande de pas mal cogiter pour réussir vraiment à se figurer ce que pense l'autre depuis son propre référentiel. Et vraiment son propre référentiel, j'insiste. Et en réalité, les personnes qui s'en sortent le mieux à ce jeu-là, c'est pas forcément les personnes qui cogitent le plus. Enfin, le fait de savoir cogiter, ça peut aider, mais fondamentalement, il y a vraiment une sorte de plafond de verre que vous ne pourrez pas dépasser s'il n'y a pas une forme de connexion au niveau du cœur et des émotions qui se fait à un moment tout simplement. Et ça, on peut pas vraiment y couper. Et le truc, c'est que si vous voulez réellement commencer à aimer la personne pour ce qu'elle est, à aimer ses idées et réussir à vous connecter avec le cœur, ça va vous ramener à vous-même à un moment ou un autre et à votre histoire personnelle et à pourquoi est-ce que dans l'état actuel des choses, il y a un truc qui bloque et il y a un truc qui passe pas, il y a un truc qui fait que non, définitivement, vous aimez pas la personne, vous aimez pas ce qu'elle dit et vous avez envie d'avoir gain de cause et vous n'êtes pas capable de vous connecter profondément. Ce sont vos peurs, bien souvent issues de votre parcours personnel, qui font qu'il y a certains champs de la connaissance que vous pouvez tout simplement pas explorer. Quand on se sent menacé, l'esprit se ferme. Et du coup, forcément, si on se sent menacé par l'autre, eh bien l'esprit se ferme à l'autre. Donc, on reste un homme de paille. C'est vraiment très rare, en fait, que dans un débat classique, à la fin du débat, on en arrive à une situation où finalement, il y a l'un des protagonistes qui s'est rangé à la vie de l'autre, ou même peut-être simplement que la vie des deux personnes a évolué, et que quelque part, on en arrive à une forme de résolution du débat où les deux parties sont d'accord grâce à une méthode rationnelle où chacun a pu peser, sous-peser les arguments, et voilà. Et alors même que l'idée, c'est justement que la démarche rationnelle permet de sortir d'une pure subjectivité qu'on trouve dans la démarche dogmatique, pour finalement se mettre d'accord sur un certain nombre de preuves et sur des éléments communs. Et si vraiment ça fonctionnait bien, ce truc-là, eh ben on devrait avoir beaucoup, beaucoup plus souvent des situations où un débat se termine de cette façon-là. Alors, ça peut arriver parfois, ça peut bien arriver 2 ou 3 fois lors d'un alignement de toutes les planètes du système solaire. Il y a des gens qui ont déjà démontré cette capacité, mais c'est tellement rare et ça coûte tellement cher aux interlocuteurs, et il y a tellement d'enjeux qui font que la plupart du temps, les gens n'ont aucun intérêt à le faire, encore plus si c'est des débats publics télévisés. Alors qu'en réalité, dans une approche empathique à cœur ouvert, où on essaye de créer un modèle unifié comme ça, c'est très fréquent, c'est même la norme en réalité. Avec des gens, on va dire, qui sont rompus à l'exercice, ça arrive très très souvent, et il y a une forme de goût d'inachevé, une insatisfaction quand on n'a pas réussi, quoi. C'est vraiment... il faut le voir pour le croire, quelque part. Et ouais, ce que j'aimerais, ce serait justement pouvoir montrer ça en direct devant la caméra. En plus, dans la discussion empathique basée sur l'homme de chair, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en général, au lieu d'être dans une situation gagnant-perdant à la fin, et ben en fait, on va très bien se retrouver dans une situation gagnant-gagnant, où les deux parties ont gagné quelque chose de l'échange. Et auront sans doute envie d'y retourner d'ailleurs. Peut-être que pour l'instant, tout ça vous semble très théorique, mais il y a de nombreux exercices pratiques qui sont faisables, et de nombreux livres de référence, des contenus vidéo, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous apprendre à justement comprendre et pratiquer ce type de mode de communication. Il y en a même certains qui vous apprendront comment mieux vous relier à vous-même pour comprendre ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous relier à l'autre. C'est Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente, aussi souvent abrégé CNV, qui a utilisé ce genre de méthode et ce genre d'approche pour essayer de résoudre toutes sortes de conflits qui pouvaient parfois être très violents un peu partout dans le monde, y compris dans des pays en guerre. J'ai travaillé dans le nord du Nigeria avec 2 tribus, une musulmane et une catholique. Un quart de leur population tuée en 1 an. Mes collègues ont travaillé pendant 6 mois pour les réunir autour d'une table, et pendant ce laps de temps, 60 personnes ont été tuées. Et maintenant, ce n'est pas un mari et une femme que j'ai devant moi, c'est 2 chefs de tribu.
J'ai commencé de la même façon qu'avec le mari et sa femme, en demandant quels étaient les besoins qui n'étaient pas satisfaits dans cette situation. Je suis presque sûr que je ne vais pas recevoir une réponse à ma question. S'ils avaient communiqué au niveau des besoins, il n'y aurait pas des centaines de personnes mortes. Donc je n'ai pas été très surpris quand j'ai reçu une réponse du genre « Vous êtes des meurtriers! Oui, vous essayez de nous dominer depuis des années !» Donc je demande des besoins et je reçois des diagnostics. Comme pour le mari et sa femme, je mets mes oreilles de girafe et je traduis chaque affirmation en un besoin. Je fais en sorte que l'autre partie l'entende. Ce n'était pas facile. J'ai dû donner beaucoup d'empathie, comme cette personne qui a crié « meurtrier ». Êtes-vous terrifié à l'idée d'utiliser la violence pour résoudre des conflits? Êtes-vous intéressé dans une autre solution? Pouvez-vous répéter? Mais pourquoi avez-vous tué mon fils? Ce n'était pas facile. Ça m'a pris presque 1 heure pour faire exprimer un besoin et qu'il soit entendu. Et de l'autre côté, pareil. Un des chefs qui ne s'était pas exprimé m'a dit « Si nous apprenons à communiquer comme ça, nous n'avons plus besoin de nous entretuer. » En 1 heure, ils se sont rendus compte que s'ils restaient connectés au cœur, personne ne devait mourir. Il y a suffisamment de ressources pour que les besoins de chacun soient satisfaits, mais nous l'oublions quand nous allons dans notre tête et cherchons à déterminer qui a tort. La communication non violente n'a pas été spécialement pensée pour fluidifier les débats et pour créer des débats de meilleure qualité. Et n'est pas une approche qui est, je dirais, extrêmement mentale. Mais peut très bien adapter la chose d'une façon plus adaptée au débat et à l'échange d'idées, et ça fonctionne tout autant. Mais du coup, qu'est-ce qu'il reste de la raison et de la démarche rationnelle là-dedans? Il reste déjà le modèle unifié auquel 2 esprits de bonne volonté peuvent arriver s'ils font l'effort suffisant et qu'ils ouvrent leur cœur l'un à l'autre. Ceci étant dit, en pratiquant ce genre de communication, vous pourriez aussi finir par découvrir que le plaisir de se relier à autrui est en réalité bien supérieur au plaisir d'avoir raison. Voilà, si tu as aimé ma vidéo et si tu ne veux pas rater mes prochains contenus, abonne-toi, laisse un pouce, et bonne continuation tout le monde. Allez, salut!